L'autre grand titre de l'actualité ce matin, c'est évidemment Marine Le Pen qui continue à souffler le chaud et le froid. La patronne du RN s'exprime ce matin dans la tribune dimanche. Nous restons constructifs. Voilà ce qu'assure Marine Le Pen. La censure n'est pas inéluctable. Alors à quoi joue vraiment le RN? À quelques heures d'appuyer ou non sur le bouton de la censure. Décryptage et débat dans un instant. Mais d'abord, les mots choisis de Marine Le Pen avec Pierre-Henri Holderbourg. Marine Le Pen pousse une nouvelle fois la porte des négociations dans les colonnes de la tribune dimanche. La censure n'est pas inéluctable. Il suffit que M. Barnier accepte de négocier. Il est issu d'une famille politique qui a 47 députés. Cela devrait pousser à la discussion. Le Rassemblement national maintient la pression sur le gouvernement. La balle est entre les mains du gouvernement, il lui reste quelques heures. Nos lignes rouges, elles prévalaient hier, elles prévalent encore aujourd'hui. Et si le gouvernement ne veut pas bouger, alors nous voterons la censure. Mais négocier ne semble pas à l'ordre du jour, comme l'a précisé dans un entretien aux Parisiens le ministre du Budget et des Comptes publics. Le compromis n'est pas le chantage. Nous avons été responsables, à chacun maintenant de l'être. L'heure est trop grave. Censurer ce texte reviendrait à censurer un accord démocratique. Une situation étouffante pour Michel Barnier, en déplacement au Téléthon. On n'est pas dans l'Assemblée, donc ça va. C'est plus calme. Sans majorité, le gouvernement pourrait dégainer l'article 49.3 et s'exposer à une motion de censure de la gauche et du Rassemblement national. C'est plus calme, mais pas pour longtemps. On va essayer de décrypter tout ça avec nos invités. Mathieu Lefebvre, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député Ensemble pour la République du Val-de-Marne. Mélodie Mogruet, bonjour. Vous êtes docteur en droit public, enseignante à Sciences Po Paris. Et Christophe Barbier, bonjour Christophe, éditorialiste politique BFM TV. Si vous me permettez, commençons par vous, Christophe. Vous avez lu avec attention les mots de Marine Le Pen ce matin dans la tribune dimanche. Il y a un changement de ton, il y a une ouverture possible sur le baromètre de la censure. On en est où ce matin? Oui, il y a un chaud et froid. Elle souffle le froid depuis une quinzaine de jours parce qu'elle s'adresse au cœur, au noyau dur de ses militants qui veulent en finir avec le gouvernement Barnier. Elle doit aussi les satisfaire, ces militants. Ceux qui font partie des 11 millions qui ont voté aux législatives au premier tour pour le Rassemblement national. Mais elle pense aussi à la suite, à son avenir présidentiel, à la construction d'un parti qui se veut respectable, raisonnable, gestionnaire et d'une figure présidentielle capable d'arriver peut-être un jour aux commandes du pays. Et donc, il faut aussi rassurer. Rassurer les électeurs les plus modérés, rassurer les électeurs les plus âgés qui votent beaucoup, les retraités. Rassurer tous ceux qui se disent « Oh là là, mon épargne, mon salaire, mes impôts, qu'est-ce que ça va devenir si on renverse le gouvernement et qu'il n'y a pas de budget ?» Comment contenter les uns, les plus durs, et rassurer les autres, les plus modérés. C'est ce qu'elle essaye de faire. Alors, il faudra bien une issue quand même. Si l'issue, c'est « j'ai obtenu beaucoup, j'ai fait peur à Barnier, il sait que son sort tient à mes mains », est-ce qu'elle aura suffisamment contenté les premiers et rassuré les seconds? Si elle va jusqu'à la censure, jusqu'au renversement du gouvernement, est-ce qu'elle saura trouver les mots après pour dire « écoutez, c'est pas de ma faute, c'est la faute de Michel Barnier, il s'est obstiné, et d'ailleurs, je propose des solutions. » Par exemple, soutenir Sébastien Lecornu, dont le nom circule, pour être un Premier ministre de remplacement. Vous voyez, c'est pas simple pour elle. Alors, on va décrypter tout ça précisément. Il y a beaucoup de ministres aussi qui parlent ce matin dans la presse. Juste une impression, pour commencer, sur les mots de Marine Le Pen. Est-ce que vous sentez une ouverture? Est-ce que vous vous dites ce matin, peut-être, a-t-on une voie pour éviter la censure? Je pense qu'il faut aussi qu'on arrête ce chantage. Ce sont des méthodes qui sont des méthodes inacceptables en démocratie. Elle fait monter les enchères chaque jour. Elle nous dit je veux telle et telle concession et après elle s'interroge pour savoir comment elles sont financées. Il faut que cela cesse et on arrive maintenant au moment de vérité. Prenez le mot de chantage, pardon, c'est le mot utilisé par Laurent Saint-Martin ce matin dans la presse justement qui dit le compromis c'est pas le chantage. Vous avez le sentiment que là il y a du chantage? Alors, il y a du chantage. On voit bien qu'elle fait apparaître de nouvelles lignes rouges à chaque fois, qu'elle fait apparaître des choses qui sont totalement inacceptables comme la baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne qui signifierait de fait un pas en dehors de l'Union européenne. Mais peut-être qu'elle se rend compte, Marine Le Pen, tout simplement qu'une France sans budget, c'est une France qui va moins bien. Peut-être qu'elle a entendu les cris des agriculteurs qui se rendaient compte que si demain les mesures sur le gazole non routier n'étaient pas appliquées, ils allaient à la faillite. Peut-être entend-elle les Français qui demain vont payer de l'impôt sur le revenu. Peut-être entend-elle également tous ces fonctionnaires qui se demandent s'ils vont être payés dans les mois à venir. Je pense que demain ce sera un moment de vérité. Le gouvernement a fait beaucoup de concessions. Michel Barnier a été très ouvert, pas seulement avec le Rassemblement national, il l'a été avec toutes les formations politiques, mais il a aussi un impératif qui est celui de redresser les comptes. Marine Le Pen, elle ne propose pas de redresser les comptes, elle propose de faire de la politique politicienne. Donc je pense que maintenant il faut dire stop, ça suffit, et demain à l'Assemblée nationale, ce sera peut-être un moment de vérité. Alors un moment de vérité, vérité peut-être aussi sur la méthode Barnier, est-ce qu'elle était efficace ou pas? On va en parler, mais d'abord, puisqu'on parle beaucoup de demain, qu'est-ce qui va se passer demain? Passe à nos éclaireurs.
Fanny Wegscheider qui nous rejoint. Bonjour Fanny, c'est le grand jour demain. Que va-t-il se passer? Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que ce texte va être présenté au vote des députés, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Premier scénario, si tout se passe bien, ce texte est voté et donc il poursuit sa navette parlementaire en allant ensuite au Sénat. Ce qui est plus probable, c'est que ce ne soit pas le cas. Alors, si le texte n'est pas voté, Michel Barnier a déclaré qu'il emploierait probablement le fameux article 49.3 de la Constitution qui permet donc de faire voter un texte de faire adopter un texte sans le vote de l'Assemblée. Et dans ce cas-là, eh bien, il y aurait des conséquences, puisque derrière, vous allez le voir, eh bien, ce qui peut se passer, c'est que si le Premier ministre emploie 49.3, les députés, en tout cas de gauche du nouveau Front populaire, l'ont déjà promis, et le RN, on ne sait pas encore s'il va le faire ou pas, eh bien, il déposerait une motion de censure. Ce dépôt, il doit intervenir dans les 24 heures, c'est-à-dire soit lundi, soit mardi. Suivra ensuite l'examen d'une motion de censure, donc, qui, elle, interviendra au plus tôt dans les 48 heures. Ça peut être donc mercredi ou jeudi. Voilà pour l'emploi donc de ce 49.3 et ses conséquences. Si c'est le cas, eh bien, alors, il y aurait d'autres conséquences cette fois-ci. Si la censure est votée, tout d'abord, le gouvernement devra démissionner, hein, même s'il est tenu d'assurer les affaires courantes, comme ça a été le cas de Gabriel Attal l'été dernier. Mais tout de même, ce gouvernement démissionnaire donc, sera effectif et libre ensuite au président de nommer un nouveau Premier ministre ou de renouveler sa confiance à Michel Barnier. Deuxième conséquence, eh bien, c'est tout simplement que le texte, le PLFSS, sera rejeté. Merci beaucoup Fanny pour toutes ces explications. Mélanie Mogruet, vous qui connaissez parfaitement tout cela, si on fait simple, Michel Barnier, ça peut être terminé la semaine prochaine? Terminé, c'est-à-dire qu'il peut démissionner à cause d'un 49.3 ou d'une motion de censure spontanée. Il y a deux mécanismes, hein. La motion de censure provoquée, elle est liée au 49.3, l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur le texte PLFSS, dans ce cas-là, loi de financement de sécurité sociale, soit une motion de censure spontanée déposée par des députés. Et si elle est votée, là encore une fois, le gouvernement tombe. À ce moment-là, on est dans un gouvernement démissionnaire. Exactement ce qu'a expliqué votre journaliste, c'est que le gouvernement démissionnaire peut durer. On l'a vu, il n'y a rien dans la Constitution qui oblige le président de la République à nommer directement un nouveau gouvernement. En plus, c'est difficile de nommer quelqu'un. Donc, le gouvernement Barnier pourrait continuer à gérer le budget, même si normalement un gouvernement démissionnaire n'est pas censé gérer un budget, ni faire de projet de loi. Mais comme nous sommes dans l'urgence, le Conseil d'État à plusieurs reprises a dit que potentiellement, on peut gérer l'urgence et donc faire un budget. Il y a, Christophe, une forme de dramatisation un peu partout ce matin. C'est-à-dire que les ministres, Antoine Armand, Laurent Saint-Martin, les ministres du gouvernement disent ça va être le chaos. Si on n'a pas de budget, ça va être le chaos. C'est une façon de mettre la pression aussi sur Marine Le Pen. Ça met la pression, ça fait porter le chapeau d'une éventuelle responsabilité par rapport aux difficultés que rencontrerait l'économie française. Il y a des choses contestables et des choses incontestables dans ce paysage du chaos. Ce qui est contestable, c'est de dire les cartes vitales ne marcheront plus, les fonctionnaires seront plus payés. On sait bien qu'il y aura une loi spéciale pour assurer les affaires courantes. Et puis normalement, dès le début 2025, si on a un gouvernement, on reprend une discussion budgétaire en cours d'année exécutive. Donc il y a des solutions techniques, elles ne sont pas idéales. Ce qui n'est pas contestable, c'est qu'en effet, des Français vont se mettre à payer l'impôt sur le revenu parce qu'on n'aura pas recalculé les barèmes en fonction de l'inflation. Il va y avoir un coût de la dette, un coût de l'emprunt pour la France plus élevé parce que les marchés financiers vont nous sanctionner. Il y aura des conséquences réelles. On ne pourra pas embaucher, comme c'est prévu, des policiers ou des militaires. Il y aura de véritables conséquences. Est-ce qu'elles doivent empêcher le Parlement d'exercer son droit, c'est-à-dire notamment de répondre à un 49.3 par une motion de censure? Non. Là où il y a un manque de responsabilité de la part des oppositions, c'est que normalement, elles devraient présenter une solution. Dans certains pays, c'est obligatoire. En Allemagne, au Portugal, en Slovénie, en Belgique, en Hongrie, si vous renversez un gouvernement, vous devez proposer un gouvernement remplaçant, avec une feuille de route. Un gouvernement. Un gouvernement. Imaginez là si Marine Le Pen vote la motion de censure déposée par le NFP, parce que c'est ça qui va se passer. C'est la motion de censure de la gauche qui va, avec le RN, peut-être faire tomber le gouvernement. Ça les obligerait à se mettre d'accord pour dire on va gouverner. Alors Sandrine Rousseau et Marine Le Pen vont gouverner ensemble avec les LFI et les socialistes. Évidemment, ça ne tient pas la route, ça retiendrait les motions de censure. La motion de censure constructive, comme on l'appelle, c'est peut-être une réforme institutionnelle pour une éventuelle 6e République. Je vous en parle dans un instant, mais est-ce que tout cela n'est pas l'échec de notre fonctionnement? Parce qu'effectivement, on voit bien que dans d'autres pays, on a des pare-feux, on a des solutions à proposer. Chez nous, on en arrive à un moment où on a une majorité qui dit il y a du chantage, on a une Marine Le Pen qui dit c'est ligne rouge et c'est des ultimatums. Donc c'est impossible de discuter.
Alors, c'est pas dans nos mentalités, en fait, on n'a pas l'habitude. On a eu pendant très longtemps un fait majoritaire fort, c'est-à-dire que l'Assemblée était de la couleur politique du gouvernement. Donc, on avait d'ailleurs l'impression que l'Assemblée, c'était une chambre d'enregistrement et qu'ils ne faisaient pas forcément leur travail. On a redécouvert, grâce à cette séquence ou à cause de cette séquence depuis 2022, que nous sommes dans un régime parlementaire, c'est-à-dire que l'Assemblée et accessoirement également le Sénat, c'est bicaméralisme, 2 chambres, sont très importants pour faire les lois. Donc, moi, je n'irais pas jusqu'à une 6e République, mais la 5e République est en réalité très flexible et on voit, il y a différents mécanismes possibles. Il y aura un budget, on ne sait pas lequel ni comment. Est-ce que c'est une loi spéciale? Est-ce que c'est par ordonnance? Est-ce que ce sera la loi de finances? Voilà. Ce sera la loi de finances qui sera quand même votée par abstention du RN. On ne sait pas, mais il y aura quelque chose. Donc, la 5e République permet de gérer cette situation très compliquée, mais on peut faire des ajustements, comme par exemple le fait de ne pas laisser on pourrait laisser 6 mois un gouvernement démissionnaire. Donc peut-être qu'on pourrait encadrer ce genre de choses. Le fait d'avoir une motion constructive aussi, c'est très intéressant de devoir proposer quelque chose et pas juste de sanctionner alors qu'on n'a rien derrière. Et donc tout ça, c'est vrai qu'on pourrait faire des modifications, mais qui sont des modifications constitutionnelles. Et vu la situation de l'Assemblée nationale, on a du mal à croire qu'on ira jusqu'au bout. Alors revenons au très concret. Mathieu Lefebvre, je vous posais la question autrement, mais est-ce que ce n'est pas le premier échec de Michel Barnier? Est-ce qu'il n'a pas réussi à créer le consensus qui était quand même sa feuille de route, qui était la mission pour laquelle il avait été nommé? Michel Barnier fait face à des contraintes qui sont parfois insurmontables. Quand vous voyez ce que demande Marine Le Pen, encore une fois, c'est tout et son contraire. Quand elle propose une nouvelle fois de réduire le budget de la France à l'Union européenne, elle sait très bien que Michel Barnier ne le fera pas. Quand elle propose, en remplacement des mesures qu'elle propose de supprimer, simplement de supprimer l'aide médicale d'État et d'augmenter la taxe sur les transactions financières, chacun sait bien que tout cela ne tient pas la route. Et de la même manière, je pense qu'à gauche, Michel Barnier a très rapidement compris. D'ailleurs, le premier jour de sa nomination, la gauche a dit unie, elle allait le censurer. Donc il fait face à des lignes rouges dans tous les sens qui sont compliquées. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, les agendas personnels priment sur l'intérêt collectif. On assiste à quoi? On assiste à un bal des ambitions et des égos qui visent à empêcher toute forme de compromis au service de la France, qui sont bien éloignés, moi, je trouve, des préoccupations des Français. Mais est-ce que la mission était impossible ou est-ce que Michel Barnier s'y est mal pris? Christophe? Les deux, mon capitaine. La mission était très compliquée, on le sait depuis le début. On voit bien que ce rendez-vous budgétaire, c'était l'épreuve du feu, quel que soit le Premier ministre qui ait pu être choisi cet été. C'était aussi une mission quasi impossible vu les délais impartis. Il a eu quelques semaines pour faire un budget dans une situation économique et financière française extrêmement compliquée. Ça cumulait toutes les difficultés. Mais je pense qu'il s'y est mal pris, puisque peut-être en reproduisant les techniques du Brexit, il s'est dit... en gagnant du temps, en laissant les choses aller le plus loin possible, au premier mur, dans le dernier quart d'heure, là, j'aurai la main et ils vont être obligés de céder. C'était peut-être pas la même méthode. À la fois, il y a eu à l'Assemblée l'impression en octobre que la majorité, le socle commun, laissait filer les amendements de gauche qui passaient les uns après les autres. Ah tiens, on allait vers un budget NFP. Et puis, dans le vote final, on a tout balayé. On a reconstruit quelque chose au Sénat et avec la commission mixte paritaire. Et puis aujourd'hui, on se retrouve avec un budget qui ne satisfait aucune des oppositions. Donc ce jeu-là, peut-être, va-t-il se retourner contre Michel Barnier? Je vais en parler dans un instant, mais c'est vrai qu'on a laissé croire qu'on allait discuter de ce budget en sachant très bien que tous ces amendements votés par la France Insoumise ne seraient jamais retenus et qu'au final, on parlait dans le vide. Mais ils n'ont pas été votés que par la France Insoumise. Ils ont été votés par une alliance des contraires entre le Rassemblement National et la France Insoumise. Et on savait que ça ne passerait pas. Qui a transformé ce projet de budget en feuille d'impôt. Voilà ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Et dans le fond, l'Assemblée nationale s'était un peu décrédibilisée et s'est montrée assez éloignée des préoccupations des Français et notamment de ses entrepreneurs. Et moi, je regrette qu'on soit une démocratie suffisamment immature pour ne pas parvenir à des consensus, pour ne pas parvenir à mettre de côté des désaccords qui sont des désaccords parfois profonds, mais au moins pour nous accorder sur l'essentiel qui est d'assurer un budget à la France et d'assurer un peu de stabilité au pays. À mon avis, les Français demandent cela, ils ont bien raison de le demander. Excusez-moi, juste pour aller dans votre sens, quand on regarde ce qui s'est passé en commission des finances pour le PLF, le RN a voté beaucoup d'amendements du NFP. Alors attention, quand et les filles NFP, oui. C'est-à-dire qu'il y a le PS, il y a d'autres groupes. Voilà. Ils sont alliés et quand ils sont arrivés sur le vote final, ils ont fini par voter contre. Ce qui était surprenant puisqu'ils ont quand même voté une grosse partie des amendements. Donc on ne comprend pas forcément toute la stratégie, parce que si le RN avait voté avec le NFP, en tout cas, alors ça ne compte pas vraiment la commission au niveau, mais ça aurait été symbolique. Ça n'a pas été le cas et pareil à nouveau dans l'hémicycle.
Et un autre détail, on débat dans notre pays des recettes avant de parler des dépenses. Si on faisait l'inverse, si on avait commencé par les dépenses, voilà, où est-ce qu'on peut faire des économies? Peut-être qu'on aurait mis un peu de raison dans ce débat budgétaire avant tout ce qui était un peu démagogique. Mathieu Lefebvre, s'il y a censure, si le gouvernement n'est plus en fin de semaine ou ne gère que les affaires courantes, Sébastien Lecornu, il y a du monde qui sera présenté. Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne me place pas dans cette position et dans cette perspective parce que je crois que la négociation est encore possible, qu'elle est souhaitable et que l'esprit de responsabilité va prévaloir. Si je commençais à vous dire il y aura demain un nouveau Premier ministre et c'est telle et telle personnalité qui est souhaitable pour le socle commun, je ne serais pas responsable. La responsabilité, c'est de soutenir Michel Barnier, de soutenir ce projet de budget. D'ailleurs, nous l'avons beaucoup critiqué, ce projet de budget, mais nous avons adopté les conclusions de la commission mixte paritaire. On a mis un mouchoir sur notre nez au nom de la responsabilité avec Gabriel Attal parce que nous savons que l'intérêt du pays, c'est d'avoir un budget plutôt que de ne pas avoir de budget du tout. Encore une fois, une France sans budget, ce serait une catastrophe pour le pays. Demain, au-delà des arguments qui ont été évoqués, mais le coût de l'investissement renchérirait. Les propriétaires investiraient plus cher, les entrepreneurs investiraient plus cher. Voilà ce qui se passerait à la fin du mois. Donc, ce projet de budget n'est pas parfait, nous l'avons dit et redit, et moi je ne me place pas dans la perspective d'une censure du gouvernement. Est-ce que la clé, c'est pas de céder sur les retraités? Allez, qu'au 1er janvier, tous les retraités, quel que soit leur niveau, eh ben, on réévalue en fonction de l'inflation. Personne ne descendra dans la rue pour protester contre ça. Moi, vous savez, j'avais fait campagne pour indexer les pensions des retraités. Donc j'y serais très favorable, mais ça coûte 4 milliards d'euros. Oui, on les trouvera dans les dépenses. Oui, mais il faut dire comment. C'est trop facile. Le Sénat débat demain des dépenses. Oui, faisons-le si c'est le cas. Ça peut être une porte de sortie. Les retraites, tout le monde l'avait demandé. Mais de grâce, ne commençons pas à céder sur des économies sans dire ce que l'on fait derrière. Parce que sinon, on aura à la fois le déshonneur et en même temps le déséquilibre budgétaire. Et Michel Barnier est un homme raisonnable qui a pris des risques politiques aussi pour présenter un budget qui demande des efforts aux Français. On ne peut pas dire tout et son contraire. Il faut faire des efforts.